Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on va revenir, vous l'avez vu dans le titre, sur la bête du Gévaudan. Mon Dieu, cette bête du Gévaudan, qu'est-ce qu'elle fait couler comme encre encore actuellement en 2024? Si je dis bien vite fait, plus de 300 ans après, mon Dieu, hein. Waouh, vraiment, c'est une histoire qu'on avait déjà traitée sur les Sentiers du Réel, avec notamment Patrick Berthelot, à qui on fait un coucou, et Daniel Jumentier, qui est donc dresseur-éleveur, qui est également président de l'amicale du chien du berger blanc, dont tu es d'ailleurs à l'origine en France de ce chien. On va y revenir, bien sûr, Daniel. Tu es l'un des rares spécialistes français du chien d'intervention et membre d'honneur des maîtres du chien de la police américaine. Voilà, il fallait quand même le souligner. Tu es également auteur de deux livres, entre autres, Les secrets de la reproduction du chien et Chien de patrouille et de défense. Alors c'est très important, c'est ce que je disais en off avec Daniel. Dans le fond, voilà, toi tu es quand même passionné et non seulement non seulement un hobby, une passion, et en plus de ça, c'est ton métier. Tu es dans le chien, tu es dans l'élevage du chien, le dressage du chien, on va dire ça comme ça. Et en plus, tu t'intéresses à cette affaire de la bête du Gévaudan qui, mon Dieu, encore une fois, voilà, est clivante au possible. On va le voir dans cette interview, hein. Aujourd'hui, donc, tu nous présentes, effectivement, tu peux nous le montrer, hein, en jaquette. Tu présentes ton tout dernier bouquin, La bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, j'y arriverai. La vie d'un dresseur. Et vous allez voir, mes chers amis, que ce livre est une bombe atomique parce qu'elle se divise en deux, non seulement d'une part, par une partie romancée, on va dire, avec beaucoup de détails historiques malgré tout, et la deuxième partie, ben, c'est en fait l'enquête. On va un petit peu voir un peu en profondeur dans ce livre, en fait, tous les protagonistes, tous les acteurs qui ont finalement fait cette histoire de la bête du Gévaudan en France, puisque forcément Gévaudan, hein, la région, pour celles qui ne connaîtraient pas cette région de France. Et donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui avec mon ami Daniel Jumentier. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien. Je te remercie de m'inviter une nouvelle fois. C'est vrai on a fait, on a eu l'occasion de faire plusieurs émissions. C'était formidable. Oui, oui, oui. Et je te remercie de m'inviter et de pouvoir présenter cet ouvrage. Donc oui, effectivement, l'ouvrage est constitué en deux parties, comme tu l'as si bien dit. Une partie légèrement, je dis bien légèrement romancée, parce que tout ce qui est noté est vrai, les Ouais. dates, les victimes, etc. Mais plutôt que d'avoir un lourd, une énumération longue et lourde de victimes, j'ai préféré un petit peu romancé de façon à ce que ça soit beaucoup plus sympathique pour le lecteur de suivre les événements. Mais encore une fois, tout ce qui est noté est vrai. Et la deuxième partie du livre, eh bien, comme tu l'as si bien dit, c'est l'enquête elle-même. Hein, c'est exactement le démantèlement et les pistes que j'apporte à cette affaire. Ouais. Effectivement, c'est une affaire qui me tient à cœur depuis bien des années. J'ai envie de dire depuis que je suis petit. Et donc, oui, c'est vrai que ce livre, je l'ai fait sur des années, bien évidemment pas en travaillant tous les jours dessus, mais Hmm. régulièrement. Et j'ai enfin pu euh, concrétiser ce rêve, alors avec l'aide, bien évidemment, de personnes formidables comme Pierre-Antoine Trouble ou Marilyn Hell, qui est bien sûr nos amis historiens comme Patrick Berthelot, Phil Barson ou Nicolas Baptiste, qui m'ont bien aidé dans cette histoire, hein, que je remercie. Eh ben oui, Patrick Berthelot, effectivement, qu'on a reçu, et qui d'ailleurs, tout récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, nous a fait d'ailleurs une émission sur les bêtes dévoreuses de France, parce que oui, il n'y a pas que la bête du Gévaudan, il y en a plusieurs. Alors bon, ça c'était une émission que vous irez voir par la suite, hein, si vous le désirez, à moins que vous ne l'ayez déjà regardé. Une longue émission avec notre ami Patrick, hein, toujours qui n'est pas avare de détails, et croustillant et historique, et puis surtout, voilà, vérifiable pour celles et ceux qui veulent bien creuser, bien entendu. C'est ce que je disais, qui ne font pas du simple copier-coller, c'est ce qu'on disait en off. Il y a énormément de bouquins, c'est comme l'affaire de Rennes-le-Château, c'est comme l'ufologie, ce sont tous ces sujets qui, encore une fois, divisent par l'ego, voilà, qui sont simplement là pour dire, moi j'ai la vérité, moi j'ai la vérité. En fait, il y a personne qui l'a vraiment. Alors bon, Daniel aujourd'hui nous apporte justement dans ce bouquin beaucoup plus de détails qu'on ne pourrait le croire. On va pas tout spoiler aujourd'hui, bien entendu. On va pas
on va pas tout dévoiler comme ça. On vous invite bien sûr à vous procurer le bouquin. Je mettrai les liens dans la description comme d'habitude, chers auditeurs. Mais surtout, on va quand même voir que justement cette enquête fait quand même fait beaucoup de bruit dans le sens que c'est enfin une enquête qui là, pour le coup, honore cette histoire de plus de 300 ans, qui en fait va tellement dans les retranchements, sur tous les sentiers, c'est ce que je disais à Daniel, c'est ça une vraie enquête, je le dis à chaque fois, ou en tout cas dans plusieurs émissions, je l'ai cité à chaque fois, je dis faites une enquête complète, n'allez pas sur des terrains que vous aimez ou que vous n'aimez pas, allez vraiment sur tous les sentiers possibles et imaginables, et après ça, ben, vous faites effectivement un tri, ça si ça vous tente de faire ce travail qui, comme tu dis, a pris plus de 3 ans. Hein. C'est vraiment un travail monstrueux que tu nous offres là, un rapport, moi j'ai presque envie de dire un rapport, enfin, qui devrait presque être, pour ma part, mis dans les canons historiques de cette affaire, puisqu'encore une fois, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de choses qui ont été mélangées. On va le voir, on va en parler tout ça. Là, je suis en train de partir dans tous les sens, mais voilà, c'est vraiment passionnant. C'est une histoire qui, de toute façon, ne doit pas être mise aux oubliettes, parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes. On leur rend hommage un petit peu aujourd'hui avec cette émission. On leur rend hommage à toutes ces personnes dont tu as justement mis les noms aussi également. Hein. C'est super précis. Tout ça a été enregistré dans les archives. Beaucoup de centaines de victimes, on peut le dire. Et aussi également, petite seconde de silence pour tous les loups qui ont été assassinés aussi également. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, Daniel, aujourd'hui, on est parti sur, effectivement, tu vas nous présenter un tout petit peu l'histoire. Alors, comment ça a commencé, combien de temps ça a duré? Est-ce que tu veux un petit peu nous résumer tout ça, mon cher Daniel? Oui, oui, bien sûr. En résumant, et vraiment en résumé, on ne peut pas tout développer, c'est impossible. Non, et puis on l'a déjà fait Euh, dans d'autres émissions, donc c'est ça que je... voilà. L'histoire commence en 1764, donc c'est le XVIIIe siècle. Hein. C'est un siècle important, un siècle charnière, puisque pas loin suivra la Révolution. Hein. On n'est plus, les rois commencent à tomber un petit peu en désuétude. Et donc, écoute, officiellement, ça commence le 30 juin 1764, en sachant que malgré tout, il y a plus que probablement déjà pas mal de victimes à cette époque-là. Mais disons que la première personne recensée, c'est Jeanne Boulet qui a été tuée, et c'est vraiment le début historique, on va dire, de l'affaire. Donc après, donc c'est cette malheureuse, une fois attaquée, tuée, tout le monde va se demander ce que c'est que cette histoire de bête. On va penser à un loup, au début on pense d'ailleurs que à ça. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut être à part un loup? Bon. Et donc malheureusement les victimes vont s'enchaîner. On va commencer à avoir des descriptions. C'est beaucoup plus compliqué qu'un simple loup parce que les descriptions ne correspondent pas aussi bien dans le physique que sur la méthode que l'animal emploie pour attaquer. C'est important ça vraiment et c'est à remarquer un canidé attaque d'une certaine manière, mais les manières qui sont notées par bien des témoignages révèlent plutôt des attaques différentes de celles d'un canidé. En effet, l'animal a tendance à plutôt s'élancer sur ses pattes arrière et d'attraper avec ses pattes avant et allant jusqu'à pratiquement déchirer tout le cuir chevelu de ses victimes. Et ces façons de faire-là ne sont pas celles d'un canidé, mais plutôt d'un félin. Donc, quand vous avez sur des mois les mêmes descriptions qui reviennent, on peut envisager que c'est pas une erreur de départ ou une incompréhension. Non, les victimes ou plutôt les témoins, parce que bon, les victimes sont pas toutes mortes, bien heureusement, mais il y a aussi des témoins et qui diront tous à peu près la même chose, que l'animal attaque avec ses pattes, donne des coups de griffe. Certains témoignages parleront même de griffes rétractiles, comme les félins, comme tous les félins. Euh, Sans connaître, si vous avez un chat à la maison, bah voilà, c'est la même chose, hein, c'est le même système. Et là, c'est à moi à ce moment-là, à partir de ce moment-là, je commence déjà à dire, oh là là, attention, là, on n'est pas à faire à une simple histoire de loup, il y a forcément quelque chose de bizarre.
Arrive le 3 novembre Duhamel avec ses soldats, on va faire intervenir les soldats. Faut savoir que les chasses avaient commencé un mois avant avec les seigneurs du Gévaudan, sans résultat, ce qui est assez curieux d'ailleurs parce que parmi les seigneurs du Gévaudan, on a quand même des chasseurs utilisant des meutes, hein, notamment le marquis d'Apchier, et donc aucun résultat. Donc, visiblement, tout le monde est embêté. On demande à la troupe de venir, hein, et c'est pour ça qu'arrive Duhamel avec 57 hommes pour l'aider dans cette démarche. Et il va commencer vraiment à faire des battues, à vraiment à faire intervenir beaucoup de monde. On arrive à avoir des battues, notamment par exemple en 65, jusqu'à 40 000 personnes battent les bois pour trouver l'animal. C'est quand même incroyable, quoi. Hein. Et Duhamel, c'est un soldat avec tout ce qui est bien et pas bien de la fonction. C'est-à-dire que lui, il est méticuleux. Il va tout noter. Il va faire des rapports, comme tous les soldats. Il va faire, ou comme les policiers, comme tu veux. Et il va faire des rapports. Il va faire des rapports sur tout. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, j'ai fait ça. Vous voyez, il va tout noter, ce qui nous apporte une mine de renseignements fabuleux. Et avec ses dragons, il est dans le Gévaudan, au pire moment de la saison, parce qu'il fait horriblement froid. Il y a horriblement de neige. Les chevaux peinent à marcher. C'est vraiment la période la plus compliquée de cette histoire. Mais Duhamel, c'est un homme encore jeune. Il est puissant, il est fort et c'est un soldat, quoi. Hein, voilà. Et il va avec sa stratégie. Personne n'attendait là, je pense. Parce que, encore une fois, c'est un soldat, c'est pas un chasseur. Et malgré tout, avec ses façons de faire, lui, il va agir comme un soldat. C'est-à-dire qu'il va dire, il y a un ennemi dans le bois, on entoure le bois, tout le monde se rejoint au milieu, on va forcément le trouver, quoi. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça fonctionne. Et là, il va plusieurs fois acculer l'animal. Il est un des rares à avoir vraiment vu la bête de près, d'ailleurs. Et donc, une fois, ça va être ces cavaliers qui vont essayer de sabrer l'animal qui s'enfuit. Tu sais, ils étaient formés, les cavaliers à l'époque, avec des sabres, à essayer de sabrer une tête. Tu sais, on mettait des piliers comme ça avec des fausses têtes et ils passaient au galop. Puis, ils tentaient de pourfendre tout ça. Ça faisait partie de l'entraînement des cavaliers. Donc, c'est pas normal de trouver ça. Et ces deux cavaliers vont essayer de frapper l'animal de la sabri, mais ils vont pas y arriver. Elle va passer dans des endroits où les chevaux ont des difficultés. Elle va s'échapper. Après, Duhamel va la retrouver un peu plus tard, dans un bois. Il la voit, elle est pas loin de lui, 400 pas, certains diront 400 pas, d'autres un peu moins, bon, peu importe. Il va la mettre en joue, il a son valet, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait, il avait un écuyer hein, qui tenait son cheval, lui il se déplace un peu, il voit l'animal, il le met en joue, et pas de chance, deux de ses hommes arrivent, ne sachant pas qu'il était là, arrivent, et avec le bruit de leur arrivée, l'animal va se déplacer. Duhamel va essayer de le récupérer, mais c'est trop tard, l'animal est parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que Duhamel et ses hommes acculent l'animal. Ils lui laissent aucun répit. Ils sont toujours derrière ou pas loin. Elle n'a pas de possibilité d'échapper. Et on arrive donc fin décembre. Et le 23, le 23 décembre, il reçoit un ordre d'arrêter immédiatement toutes les chasses. Le 23 décembre. C'est le comte 2 qui lui fait demander cet ordre. Et Duhamel, c'est un soldat, encore une fois. Donc, il reçoit l'ordre. Même s'il était à deux doigts de tuer la bête, il a l'ordre, il arrête. Alors, on donne en explication que, ma foi, ça coûte cher. Les cavaliers abîment les cultures. Je te rappelle qu'on est en hiver, il y a 2 mètres de neige. Hein. Enfin bon. Et donc, voilà, c'est les excuses un peu bizarres qu'on donne. Et donc, Duhamel, c'est un soldat. Il obéit, il s'en va. Ils sont rappelés 15 jours après, même moins. 15 jours après, on lui demande de reprendre les chasses. Parce que les meurtres continuent, évidemment. Et le problème, c'est que là, l'animal a eu 15 jours. Alors, je dis l'animal entre guillemets. En tout cas, ce qui se passe là, il y a eu 15 jours de répit. 15 jours pour peut-être mettre un animal en sécurité. Ou en tout cas, que l'animal se refasse une santé. Enfin, bon, bref. C'est trop tard.
l'animal est sorti de l'enceinte et donc malheureusement Duhamel n'arrivera plus jamais à aboutir à ses fins. Et il faut dire aussi que à son retour, quand il reviendra, il va avoir pas mal de problèmes avec tout le monde parce que il s'est pas fait que des amis, hein, parce Ah que ouais. lui c'est un soldat, hein, donc faut y aller. Hein, la bête est là, allez, vous lâchez tout, vous partez en battu. Les gens aiment pas beaucoup ça, hein, évidemment. Alors, donc voilà. Et en plus, on dit qu'il avait un petit peu la main dure. Enfin bon, voilà. Donc, enfin, c'est des excuses, mais il arrivera plus de toute façon. L'histoire nous révèle que il n'arrivera plus jamais à récupérer l'animal comme il l'avait. On l'a coupé dans son élan, hein, de toute façon. Oui, 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 ça a tout coupé. L'animal, l'animal a pu sortir. Voilà. Donc après, on va avoir un deuxième intervenant extérieur, parce que l'extérieur quand même, malgré tout, c'est les louvetiers. Donc nous avons Denval, père et fils. Alors là, c'est quelqu'un qui n'est pas très agréable. C'est autant Duhamel, c'est malgré que ce soit un soldat, il parle, c'est un gentilhomme, il est érudit, il a même fait un manuscrit sur l'art de l'équitation. C'est quelqu'un de vraiment intéressant. Denval, c'est un rustre. Il n'est pas aimable. Il va se mettre tout le monde à dos, mais par son caractère. Souvent, on va lui reprocher ses manières de chasser, mais ça, c'est parce que les gens ne font pas la différence entre un veneur qui chasse à court et un louvetier. Un louvetier, ça ne chasse pas avec des chiens courants derrière une bête, et c'est pas du tout cette façon de faire. Un louvetier, c'est quelqu'un qui casse les loups. Hein. Il met des pièges, il met du poison. Voilà, il n'y a pas d'épopée, il n'y a pas de chevauché. Hein. C'est pas ça. Hein. Et lui, on lui reproche, mais il va faire ça. C'est-à-dire qu'on l'envoie faire, faire traquer cette bête, et ben il va faire à sa façon, à la façon des louvetiers. Donc il a 6 chiens avec lui, des grands danois, des dogs allemands, qui vont l'aider. Mais c'est pas des chiens courants, c'est pas des chiens qu'on utilise pour traquer un animal pendant 20, 30 kilomètres. Non, non, c'est rien à voir. Donc ces chiens-là sont plus faits pour s'ils ont la chance de trouver l'animal, de le garder aux fermes, c'est-à-dire ils vont le harceler pour pas que l'animal se déplace, le temps que le chasseur arrive et abatte l'animal. Et on appelle ça garder aux fermes, hein, tout simplement. Et Denval, il fait ça. Et donc on va lui reprocher parce qu'on va lui dire, mais même à l'époque, hein, on va dire, oui, il se sert pas de ses chiens, oui, c'est pas normal, il fait ci, il fait ça. Mais ses manières de chasse sont normales. La seule chose où on peut l'incriminer, c'est que c'est pas quelqu'un de bien, on va dire. Ouais, c'est Donc surtout ça, ouais. voilà, il est mal aimable avec les gens, tous, hein, les puissants comme les faibles, et il va interdire les chasses. Donc, comme tu sais, j'en ai pas mentionné, mais il y a énormément d'argent à se faire si pour la personne qui va tuer l'animal. Donc lui, il empêche tous les chasseurs, enfin il va essayer d'empêcher toute autre personne que lui et son groupe de chasser la bête. Il veut avoir Euh, la médaille, voilà. voilà. Mais toutefois, ça va se retourner un peu contre lui, évidemment. Ses façons de faire déplaisent aux grands. Et on a le comte de Morangès qui va vraiment se prendre avec lui. Et donc ils vont chacun se plaindre l'un de l'autre. Et ils vont faire des courriers à qui de droit. Et donc ils vont tous se pourrir. Oui, lui il fait ça, lui il fait pas ça, etc. Mais ce qui est intéressant dans cet échange de courrier, c'est qu'on s'aperçoit notamment que des gens comme Orangiès, c'est quand même curieux leur façon de faire, parce que quand les batteurs arrivent vers ces bois, bah, il empêche les chasses. Il leur refuse l'accès à ces bois, notamment. Ça, c'est Denval qui l'écrit dans ses courriers, où il fait désarmer les chasseurs. Voilà, tu vois, c'est quand même assez bizarre. Hein. C'est pour quelqu'un qui dit vouloir sauver le géant. Et c'est pareil, une fois la bête était plus ou moins à sa portée, il était armé à cheval, il n'a pas voulu y aller en disant que il avait peur d'abîmer son cheval. Quoi. Bon. Tiens, tiens. Donc tout ça,
C'est quand même très curieux. C'est la petite première pierre dans le fossé. C'est curieux. On s'en rappellera pour tout à l'heure. Et donc, Dunval va quand même, malgré tout, trouver la bête. Il va l'acculer grâce à ses chiens. Il va y avoir des combats terribles entre la bête et ses chiens danois. Je te rappelle que ce sont des dogs allemands, hein, c'est pas des pékinois. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ce sont des chiens puissants, hein, ça fait 80 garrots, quoi, hein, c'est des monstres. Et malgré qu'ils soient 6 contre une seule bête, eh bien, la bête va les défaire et elle va les renvoyer dans leur carré, comme on dit. Hein. Et donc, bah, ma foi, même les tentatives d'empoisonnement, ils vont empoisonner des animaux ou des corps, ou le corps de certaines victimes, en espérant que la bête revienne et ingurgite le poison en même temps. Mais rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. La bête tout le temps vainqueur de l'histoire. Une intelligence vraiment Ah, hors bah, pair, en fait. écoute, alors peut-être une intelligence animale, mais peut-être aussi une intelligence humaine, on verra. Mhm. Et puis on arrive à des dates un peu intéressantes. Bon bah le 7 avril, je vais essayer d'être dans la chrono. Hein. 7 avril, Duhamel, les Dunval, ils font tout pour qu'il s'en aille. Ils vont porter plainte contre lui parce que ça les empêche. Voilà, voilà. Donc Duhamel on va leur demander à Duhamel de rejoindre ses quartiers. Il va s'en aller le 7 avril. Donc les Dunval restent maîtres à cette époque-là. Et il y a un fait intéressant, ça va être le 1er mai sur une ferme qu'on appelle la ferme de la Chaumette, qui sont tenus par les frères Marley. Alors, les frères Marley, c'est des chasseurs. Ils sont intelligents, lettrés, ils sont vraiment connus et respectés, et en tant que chasseurs notamment, et connaisseurs des animaux de la région. Et eux, pour résumer aussi, eh bien, ils vont voir à un moment, ils sont chez eux, et de la fenêtre, ils voient dans le pâturage à côté de la ferme, hein, il y a un petit gars qui garde des bêtes, et il s'aperçoit qu'il y a un animal, un gros animal, qui est un gros animal, assis, qui surveille le petit berger. Tu vois, c'est pas commun. Ils voient bien que c'est pas un chien, c'est même pas un loup. Ils voient que c'est bizarre. Ils savent pas ce que c'est, mais première chose qu'ils disent, ça doit être la bête. Donc tout le monde déboule là-dedans. Ils sont 3. Donc il y en a un qui va prendre sur le bas de la pente, et puis les 2 autres vont contourner pour être au-dessus de la bête. Ça fait que la bête est prise entre deux feux. Et donc là, il va y avoir un échange de coups de feu, et la bête va être touchée sévèrement, très sévèrement. Elle va tomber, la pente, là, sous le coup, et elle va perdre énormément de sang. Les témoins de l'époque disent qu'elle saignait comme un cheval qu'on aurait coupé sur une veine, tu vois, et que le sang gicle comme ça. Et elle a perdu énormément. Et les témoins, il y a des témoins à côté qui vont dire, bah oui, elle tenait plus sur ses pattes, elle était comme ça, tremblotante, elle tombait, elle partait. Elle arrive quand même à partir. Faut savoir que c'est à cette période-là, le temps était désastreux, donc ils n'ont pas poursuivi la bête plus que ça. Le temps était vraiment mauvais, il pleuvait, il y avait de la grêle, enfin, c'était vraiment une horreur. Et donc, bah, ils se sont dit tout simplement, bah, demain, on va reprendre la chasse, on va la trouver. Elle doit être morte à 50 mètres, quoi. Et puis donc le lendemain, en fait, Dunval, qui a été averti, les rejoint à la ferme, et ils vont commencer la recherche. Ils vont trouver, il y a une vingtaine d'hommes qui se trouvent là, déjà présents. Ce sont des hommes de Morangiès, du comte de Morangiès, qui leur a, alors la version officielle, c'est qu'il leur envoie de l'aide pour trouver la bête. Mais Morangiès et Dunval, ils se détestent cordialement. Il n'y a aucune raison pour que Morangiès lui donne un coup de main. Aucune. C'est même pas pensable. Enfin bon, bref. Tout le monde va chercher. Et moi, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'ils étaient là plutôt pour, peut-être, oui, pour trouver la bête, peut-être, mais pas pour en créer. Contrôler justement l'enquête, quelque part, on pourrait presque dire. Voilà, ça peut être aussi un principe de nettoyage, hein, tu vois. Voilà. Et donc, eh ben, écoute, du coup, bah, la bête, elle sera pas retrouvée. Et le soir même, voire le lendemain, elle va de nouveau tuer. Pour une bête qui a été blessée à mort la veille, c'est très curieux. Bon. Oui, ça c'est.
Ouais. À Chaumette, moi, je suis allé sur place. Elle n'a pas beaucoup bougé. C'était à l'époque, c'était ferme fortifiée. Donc, les quatre côtés sont fermés, quoi, tu vois. Bon, là, il y a plus le mur d'entrée, mais euh, c'est resté quand même assez proche de ce qui était. Et j'étais sur l'espèce de pente là où s'est passé l'affaire. Tu as retrouvé les lieux, t'as retrouvé les lieux Ah oui, oui, décrits. oui, on a été, j'étais là-bas. Génial, C'était génial. c'était assez curieux comme sensation. Ah, c'est chouette, ouais, ouais, c'est bien. Et puis, donc là, bon, bah écoute, la bête reprend du service, hein, visiblement. Ça tue, hein, bon, je te résume, hein, ça tue à tout va. C'est quand même des périodes où il y a eu le plus d'attaques et de meurtres. Et puis, donc, Antoine va arriver. Donc, le roi envoie, on Antoine appelle Chastel. Hmm. Antoine le porte-arquebuse, et pas le porte-arquebusier, comme disent certains. C'est un porte-arquebuse. Ah, c'est quoi la différence entre, si tu peux expliquer en deux, Ah, parce peut-être. que oui, 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 ça rend fou Berthelot, ça. C'est parce qu'il y a un qui porte arquebusier. Mais l'arquebusier, c'est l'homme qui tient l'arquebuse. Donc, il n'y a pas on ne porte pas un arquebusier. On Ah, porte d'accord, oui, oui. D'accord. anecdote. Mais ça rend fou, Patrick, ça. Et donc, il envoie le porte il envoie donc Antoine. Et Antoine, comment je te dirais bien, il a 70 ans. Ouais, ah ouais, c'est déjà un âge avancé aussi Oui. pour. Alors, écoute, boire, Duhamel, il avait, je crois, 34 ans. Denva, il en avait 60. Celui-ci, il en a 70. Pour me dire que ça monte en âge. 70 ans, l'homme est connu pour être vraiment pourri d'arthrose. Et l'arthrose, tu sais, moi, j'ai pas 70 ans, mais j'en ai quand même. Je peux t'assurer, il y a des gestes que tu peux plus faire tellement ça fait mal. Et donc, lui, il est bourré d'arthrose. Et visiblement, on nous fait croire, et tout le monde le croit visiblement, que le roi est suffisamment bête, peut-être, pour envoyer chasser mon genre d'homme. Il va envoyer un homme très âgé et malade. Et malade, voilà. Ça ressemble à rien. Non. Ça ressemble à rien. Par contre, et je pense que plutôt le roi a envoyé un diplomate plutôt sur place. Parce que l'histoire, je pense qu'ils l'ont un peu bouclé là-bas, hein. Ils savaient déjà que ça pouvait pas être un loup tout bête, quoi, c'est pas possible. Donc Antoine arrive le 22 et bon, il part avec 40 gardes, 40 gardes et 5 chiens. Ça veut dire que il va choisir, tout ça c'est noté, hein, il va choisir 5 chiens dans les chenilles du roi pour l'accompagner à aller tuer le Borjordon, mais il va prendre 40 hommes pour le faire. Donc, tu vois, c'est quand même assez curieux. 40 hommes et 5 chiens, il y a un truc qui va pas. Et lui, arrivé sur place, il va placer ses gardes partout. Il va en placer 3 à la Bessière, 2 là, 2 là, 2 là. Il place ses gardes tout autour de la zone d'action de Navette. Il est en cercle, ouais. Mhm. Et là, alors bon, pour dire que si la bête passe par là, les gardes vont la tuer, mais aussi, les gardes, c'est un réseau d'information. Ah, Parce que ce qui se passe à la BCR ne restera pas à la BCR. Tu vois, c'est pas comme à Vegas, hein. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais là, ce qui va se passer à la BCR ou à côté, ou en Théo, en Théba, au Vert, tout ça, les gardes sont là. Donc, s'il y a quelque chose, Antoine le saura, forcément. Donc, et là, Antoine va commencer à mettre en place une politique, comment dirais-je, il va se protéger déjà. Il va dire, bah, il fait très mauvais, le terrain est très mauvais. Ça, pour les autres, c'était même pire. Parce que lui, il arrive à la belle saison, Antoine, hein. Alors que les autres ont morflé, l'hiver, la grêle, la neige, ils ont tous ah morflé. bah tu comprends l'arthrose. Ouais, c'est ça, hein. Et donc, il va commencer ses chasses que à la belle saison, mais si tu veux, avec 5 chiens, il peut pas aller loin. Et là, il va commencer, donc encore une fois, à mettre des boucliers partout. Donc, comme je te disais, bah, il fait mauvais, le terrain est mauvais. Et puis sur les 5 chiens qu'il a, il y en a que deux de bons finalement, tu vois, bon. Mais les chiens, c'est lui qui les a choisis, donc voilà.
Et donc, il va constamment se plaindre, il va commencer à demander des chiens en renfort. Et pourtant, il va chasser avec le comte de Tournon, qui a une meute de chiens spécifique. Et des chiens, il en a à pagaille, mais il va constamment demander pourquoi il veut des chiens de louveterie, mais les louveteries, il les avait hein, avec les chiens des Denval. Donc les Denval, eux, vont partir. Hein, c'est pareil, ils vont partir parce qu'ils vont pas mieux s'entendre avec Antoine qu'avec Duhamel. Ils partiront le 18 juillet. Mais ceci dit, Antoine, il continue et il s'aperçoit vite qu'il est dans un problème bien différent qu'une histoire de bête. Il voit bien que il va y avoir constamment des choses bizarres. Par exemple, le 9 août, il traque, il est avec le comte de Tournon, avec plusieurs chiens, tout ça. Quand je dis plusieurs, c'est des meutes. Hein. Et puis, toute la journée, il traque la bête. Hein, il la voit pas, mais il sait que les chiens sont derrière. Et puis, vers 5 heures, il dit, bon, bah, il va faire nuit, on arrête les chasses. Comme ça, on reprendra demain. Ce qui était peut-être pas bête à la base. Et donc, il rentre au château. Donc, tout le monde repart. Et curieusement, si on en croit les textes, visiblement, la bête va les suivre jusqu'au château et elle va tuer pas loin du château. Ce qui est absolument inimaginable. Une bête qui a été traquée toute une journée ou même 2 heures, peu importe, une fois que la traque s'arrête, elle va continuer un peu à courir et puis elle va se mettre dans la coin, elle va se reposer et repartir plus loin plus tard. Mais elle ne revient pas derrière les chasseurs, c'est impossible. Et donc là, tout le monde voit un genre de défi, hein, en quelque sorte. Oui, elle est nargue en fait, hein. Là, la bête défie Antoine. Et puis, il n'y a pas d'explication logique, hein, tu vois. Après, on a d'autres dates intéressantes, comme le 11, on a l'affaire avec Jeanne Vallée. Donc, Jeanne Vallée, j'ai été sur place, tu vois, elle est en dessous Pauillac, hein, après le cimetière. T'as deux petits ponts espacés de quelques centaines de mètres, c'est pas très loin. Et entre les deux ponts, la bête surgit et elle l'attaque, elle est avec sa sœur et la bête va l'attaquer. Et elle va se défendre, c'est une femme courageuse, Jeanne Vallet, elle va se défendre avec une hallebarde, tu sais, comme ça se faisait, un bâton avec un couteau accroché au bout, tu vois. Et elle va planter l'hallebarde, la pointe, dans la poitrine de la bête. Et ainsi, comme ça, et la bête va se sauver. Elle dit dans son témoignage que la bête va porter la main ou le pied avant, comme elle dit elle-même, à l'endroit de la blessure. Là, c'est pareil, il n'y a pas tellement de possibilités. Au niveau des animaux, c'est compliqué. Hein. Donc ça, après, tu as les chastels qui vont s'y mettre. Pareil, alors, c'est le 16. Les chastels, eh bien, et bon, c'est les mauvais gars du coin. Hein, on les retrouve régulièrement dans la ferme, mais toujours dans des mauvais circonstances. C'est une fratrie, hein. Les Chastel, ils sont nombreux quand même à la base. Alors, les chastels, tu as trois familles différentes. Moi, je te parle des chastels de la Bessère. Hein. Oui, Donc, parce que bon, tu as d'autres familles, effectivement. Bon, c'est après, un nom courant à cette époque-là dans la région, en tout cas. puis eux, ils sont apparentés aux Morangers aussi. Hein. Et donc, ils rencontrent les gardes, ou plutôt les gardes les rencontrent lors d'une battue. Et tu sais, là-bas, tu as des espèces de bourbiers, c'est des vrais sables mouvants. Si tu vas là-dedans, tu t'enfonces vraiment. C'est assez dangereux, hein, tu sais, en plus. Et donc, les gardes disent, bah, est-ce qu'on peut passer là, vous qui êtes du coin, est-ce qu'il n'y a pas de danger? Puis les Chastel, ils se marrent, enfin, ils se marrent pas à ce moment-là, mais il leur dit, oui, oui, vous pouvez y aller, pas de problème. Ils commencent à y aller, ils s'embourbent avec les chevaux, c'est une vraie catastrophe. Les chevaux vont dans tous les sens, ils cassent les croupières, tout ça. Ils s'en sortent que très difficilement. Et quand ils vont sortir du bourbier, ils vont vouloir arrêter les Chastel. Et bon, là, il va y avoir un échange, ils vont tous se mettre en joue les uns les autres. Et bon, finalement, ils arrêteront quand même, ils arrêteront pas le jour même les Chastel, mais ils vont se défaire de cette agression. Et Antoine les fera arrêter le lendemain. Hein. Il enverra des gardes pour arrêter ces gens-là et les amener en prison. Alors là, pour ceux qui pensent que les Chastel sont coupables dans cette affaire-là, ça va être beaucoup plus compliqué à prouver parce que pendant leur incarcération, la bête continue à tuer.
déjà, et d'une. Et donc, ça veut dire que les Chastel ne seraient pas forcément derrière cette bête. Mais surtout, la mise en cause des Chastel, elle est due beaucoup à Chevalet, qui accusait un des fils, Antoine, d'avoir été galérien, d'avoir été esclave au barbaresque et d'avoir travaillé pour les animaux de ses maîtres, en quelque sorte. Mais Antoine était beaucoup trop jeune pour que ça soit faisable. Et les galères n'existaient plus à cette époque-là. Donc tout ça, même si Chevalet le met avec des guillemets en disant ça pourrait, c'est peut-être, c'est pas faisable. Et surtout, il y a des chercheurs, des historiens comme Guy Couzet qui ont pu établir l'arbre généalogique des chasseurs. Et Antoine, qui a été supposé avoir été castré et de ne plus pouvoir avoir des relations normales, ce qui aurait fait qu'il serait devenu un peu fou et sadique, eh bien tout ça, ça tombe avec l'histoire. Il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Donc, rien qu'avec ça, pour moi, les Chastel, même si c'est des mauvaises personnes, pour moi, ce ne sont pas des tueurs. C'est des voyous comme il y en a tant, hein. C'est pas toujours synonyme de, pour autant, que mauvaises personnes vont pas forcément, effectivement, passer toujours à l'acte non plus, quoi, Bon, voilà. je pense pas que ça soit des gens super bien, mais bon, c'est quand Ouais, même. non, Après, il y a le 11. Alors ça, c'est marrant, le 11 septembre. il n'y a pas de tour, là, à ce moment-là. Non, il n'y a pas de tour. Les métiers, c'est marrant parce que ça, c'est pareil. Les gens passent un peu trop facilement sur cette histoire de muletier. Les muletiers, faut savoir que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas des petits paysans illettrés. Les muletiers, ils sont lettrés déjà. Ils travaillent avec les marchands, donc ils font les comptes. Ils sont obligés d'avoir une tenue morale importante parce qu'on leur De confie. vrais entrepreneurs, ouais. Voilà. Et eux, ils convoient, hein. Donc, on va leur confier des étoffes, du vin, des épices, ce que tu veux. Et si t'as pas affaire à des gens honnêtes, ça marche pas. Donc, ils sont réputés vraiment être lettrés, savoir lire, écrire, et être surtout honnêtes dans leurs propos. Et eux, Droit, voilà, c'est ça. il y a trois muletiers, les frères Gouni notamment, qui vont se retrouver face à face avec l'animal et ils diront, bah, enfin, Jean, le principal intéressé, va dire, moi j'ai vu la bête là. Au début, je me demandais ce que c'était. C'était pas un loup. J'ai regardé mieux, c'était pas un chien. Et il s'est dit, bah peut-être que si c'est pas un loup, c'est un chien. C'est peut-être la fameuse bête qu'on cherche. Et donc il va tirer dessus. Il va prendre son fusil, il va essayer de la battre. Le problème, c'est qu'il rate le coup. Mais la bête, au lieu n'a même pas peur du coup de feu. Elle va l'attaquer, elle va le charger directement. Et il a fallu l'aide de deux personnes pour le sortir de cette attaque, hein. Et ça, c'est pareil. Il va retourner au château voir Antoine pour raconter ça. Là, c'est pareil, ça met un petit peu la thèse du loup mal à l'aise. Parce que depuis son arrivée, Antoine, qui a compris qu'il était dans un bourbier sans nom, comme je te disais, cherche tous les excuses, tous les boucliers possibles. Et la première excuse, il va dire, bon, quel animal le plus facile à attraper, ça va être un loup, hein. Donc il accuse le loup. Lui, c'est le seul intervenant qui va dire que la bête est un loup ou des loups. Et donc il voit partout les empreintes de loup, enfin il dit toujours que c'est des loups. Et donc, et comme ça, on parle plus de bêtes, hein. On parle, c'est un loup, mais un loup, c'est relativement facile à attraper, hein. Il y en a beaucoup en France, hein, et en Gévaudan. Et donc, voilà, on va arriver petit à petit. Alors, encore une fois, c'est très résumé. Je pense que les personnes intéressées s'engagent à lire, alors, pas que mon livre, mais vous pouvez trouver des informations beaucoup plus détaillées dans les ouvrages. On va arriver petit à petit au vin. C'est la chasse Sainte-Marie-des-Chasles. Donc là, c'est un lieu qui se situe très loin de la zone d'action de la bête. Lui, Antoine, il dit, oui, j'étais là-bas, c'est juste à 3 lieues du château, limite, tu vois.
Et en fait, quand tu regardes avec n'importe quel plan, même aujourd'hui, hein, parce que les chemins sont pas fous. Hein. Donc, quand tu regardes, t'as pratiquement 40 bornes. Bah oui, c'est beaucoup. Ah oui, 40 bornes de mauvais chemin, hein, surtout à l'époque. Hein. Et Euh, à cheval. à cheval, à mon avis, plutôt mulet, hein, tu vois. Et donc, il part avec tout ça. Pourquoi? C'est très étonnant. Personne ne peut croire ça. Mais quand à Paris ou à Versailles, on va dire, oui, c'était juste à trois petits lieues, bon, on dit oui, bon, ça va, c'est pas si loin que ça. Et en fait, il va aller là-bas, donc il part avec les chiens, les hommes, et il va faire, il faut une journée pour aller là-bas, quoi. C'est compliqué. Donc la nuit, il va même pas aller jusqu'au bout. Il va s'arrêter à Saint-Julien, juste avant l'Allier, et il va dormir là-bas avec homme, chien, chevaux. Et le lendemain, comme tu as l'Allier à traverser, il faut un bac. Et donc, il va faire passer homme, chien, etc. avec ce bac, traverser l'Allier et reprendre à pied derrière. Donc, tu vois, c'est quand même, c'est pas rien. Tu vois. Déjà descendre les gorges de l'Allier, il faut pas croire qu'il va au galop comme dans les westerns. Hein. Non, 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 je vois, je vois. Hmm. C'est au pas et à mon avis, tu as intérêt à retenir le mulet pour pas qu'il aille trop vite. Et donc, ils vont aller, donc là, t'as les chasses qui sont là, mais lui, il va encore plus haut. Il va dans un bois qui est pas noté à l'époque, quand tu regardes la carte Cassini, et il n'existe pas ce bois-là. C'est le bois des pommiers, il appelle ça. Et là-bas, c'est pentu, hein, c'est comme ça, hein, tu vois. Ah ouais, Faut pas... Et c'est des bois, hein. Il faut pas croire que c'est pareil, tu vas au galop, hein. C'est impossible. Et donc là, il va déployer ses gens, et à peine arrivé, bah, il va tuer la bête. Ah oui, c'est logique. Et il va tuer la bête. Quand il va tuer la bête, vraiment, je résume, hein, c'est dommage, mais il faut dire, oui, oui, t'inquiète pas, Daniel, t'inquiète pas. il va à peine mettre ses effectifs en place, il est tout seul. Quand il va tuer la bête, il est juste avec son neveu, un chat, et il n'y a personne d'autre. Donc, il voit, alors il dit qu'il voit arriver la bête, il dit, j'ai cru que c'était un muleton, quoi, et un petit mulet. Mais encore une fois, c'est du Antoine, ça, tu vois. Donc, j'ai cru voir un mulet, tu vois, pas exagérer non plus quand même. Et donc, il tire dessus, la bête tombe, mais se relève, et c'est son neveu Rinchard qui va finir d'abattre l'animal. Donc, et là, il sonne la Lali. Et là, les gens qui sont en proximité vont venir et constater, évidemment, la mort de l'animal. Là, nous avons affaire à un loup. Il y a pas de problème là-dessus, tu vois. C'est bien. C'est un loup. Ok, ok, Donc, la description, les dimensions, la façon, tout ça, c'est un loup. Pas de problème. c'est juste, ok, ok. Donc, il va le ramener. Bon, après, c'est un imbroglio improbable. Il va le ramener. En fait, il résout l'affaire en 2 jours. C'est-à-dire que, à peine tué, la bête repart au château du Besset, où elle va être semi-préparée. Il fait venir des gens qui sont à des kilomètres pour venir reconnaître la bête. Ouais, et, il va faire venir d'ailleurs Marie-Jeanne Vallée. Elle va dire oui, ouais, ouais, bon, ouais, ça ressemble, ouais. Et par contre, je sais plus où je l'ai blessé. Enfin bon, bizarrement, sa réponse est quand même assez curieuse. Il faut savoir que euh, ils ont mis ce loup, ils l'ont mis sur une table, tu vois. Et puis les gens passent et ils voient un corps. Ils voient pas un animal en vie, hein, ils voient un cadavre. Qui est déjà en train de se décomposer, si je crois en plus. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas, mais ce qui s'est passé donc là, donc il va faire sa reconnaissance. En plus, si tu veux, les gens qu'il fait venir, il les paye. C'est Ah, d'accord, oui. comme il fait une note de frais pour tout ce qu'il paye, il le note. Il fait rembourser. Et c'est Ça marqué, nous rappelle des choses. et c'est marqué tant pour pour les gens qui vont se déplacer à reconnaître la bête. Donc ces gens sont payés et ils marquent. Bon, tout ça c'est mentionné dans mon livre et ils marquent enfin en gros je te résume, mais ça veut dire faut que ça aille vite. Quoi. Ils n'ont pas le temps. Ah ouais, ouais. Donc, Encore pire. voilà. Donc les gens ils rentrent dans la pièce. Vous voyez, la bête est là. Ça va, c'est bon, ok, allez. Et comme tous ces gens-là ne savent pas ni lire ni écrire, ce sont les accompagnants qui vont le faire pour eux. Ça va être les prêtres, ça va être les gens qui sont à la botte du pouvoir, évidemment.
et qui vont signer. Oui, c'est bien la bête, c'est bien celle que j'ai vue tel jour, telle heure. Voilà, bon, bah, toc. Et puis tout ça, ça. Puis, dans la foulée, il envoie son fils. Alors son fils, c'est Antoine de Beauterme. C'est le seul qui a cette appellation, qui va emmener ce loup en plusieurs étapes jusqu'à Versailles, où il sera vu avant, je crois que c'est à Clermont, je ne sais plus. Il sera embaumé. Enfin, le terme n'est pas valable, c'est pas embaumé pour un truc comme ça, mais bon, il va être empaillé. Oui, oui, conservé, enfin, en tout cas pour, oui. Et là, effectivement, c'est-à-dire à peine 12 jours après, comme tu dis, l'animal est dans un état de décomposition Ouais, c'est ça. incroyable. C'est-à-dire que tu as des poids entiers qui se détachent. On a l'impression qu'il est mort depuis un moment. Et puis voilà. Bon, après, il sera présenté à la cour de Versailles. Et puis là, bah écoute, c'est pareil, quoi. Bon, il y a beaucoup de cinéma autour de tout ça. Et si tu veux, bah, mais le roi est content. On a fini avec cette histoire. C'est une épine dans le pied. Voilà. Louis XV, il a plein de problèmes à cette époque-là. Ben oui, il n'a pas que ça à faire, voilà. Voilà, t'as sa maîtresse qu'il aimait tant, qui est décédée. Son fils, le dauphin, qui est décédé. Euh, Plus les problèmes d'administration de la France. Il a perdu les colonies. Il y a tout ça, et la bête, c'est une épine dans le pied en plus, quoi. Et donc là, il va te débarrasser de ça. Et puis, si tu veux, à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, la bête est morte. Voilà, c'est ça. Plus personne ne peut rien faire à ce niveau-là. La bête est morte, c'est C'est terminé. ça. Donc Antoine va être largement, très largement récompensé et bien rembourser ses frais, comme je te disais. Et tu trouves tout dans ses frais. Toi, il suffit de regarder. C'est-à-dire que il a payé pour faire élaguer le bois où il va chasser, tu vois. Bon, voilà. Les transports avec le bac, les témoins qui payent pour venir reconnaître la bête. Tout ça, il y a pas, ça n'existe pas, ça s'est jamais vu avant, mais lui, il fait comme ça. Et puis, tout est noté. Et ça nous permet à nous, aujourd'hui, d'étudier l'affaire. Et moi, j'ai lu des tonnes de manuscrits, de courriers concernant cette affaire. Il y a beaucoup de choses, hein. Et donc, après, si tu veux, on va reprendre un peu le fil. Les attaques vont reprendre en décembre. Ben voilà. Lui, Antoine, il va partir, aller le 3 novembre 65. Les attaques reprennent en décembre. L'année 66 va reprendre compliquée. Il y aura moins d'attaques, mais elles sont toutes mortelles pratiquement. Mais il y aura beaucoup moins d'attaques. Il faut savoir aussi que fin 65, début 66, les Morangiès ont quitté le pays. Le comte de Morangiès, dont on parle tout le temps, il n'est plus il n'est plus sur place. Si Antoine a réussi à boucler cette histoire de loup, bête, du Gévaudan, c'est plus, à mon avis, sur un travail de diplomatie que sur un travail de chasse, quoi. Donc voilà, mais il a, à mon avis, traité avec les gens qui déclenchaient ce problème, tu vois. Et en fait, donc 66, il va y avoir moins d'attaques, mais par contre, ça va reprendre très fort en 67. En 67, il va y avoir énormément d'attaques et de morts, notamment la petite Marie d'Antilles de Sept-Sols, qui sera tuée le 16 mai 67. Et assez curieusement, on dit toujours que c'est à cet instant-là que les Chastel sont revenus en quelque sorte du bon côté de la barrière, puisque c'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas signé d'actes administratifs ou religieux, alors qu'il le faisait avant, il s'était un petit peu coupé de tout ça. Et là, c'est vrai que pour Marie d'Antilles, ils vont être présents, ils vont signer. Ce qui est logique de supposer qu'il avait des liens au moins affectifs avec cette petite fille ou avec ses parents, mais de toute façon, cette mort-là l'a forcément touché plus que nécessaire. Et d'ailleurs, assez curieusement, je vais pas spoiler, mais 3 jours après la mort de cet enfant, on va retrouver un cadavre pas loin d'un homme qui a été assassiné. J'en dis pas plus. D'accord. OK. Ouais. Après, si tu veux, bon, les chasses vont continuer sans résultat. Le roi veut plus rien savoir. Quand je dis le roi, c'est l'État, quoi.
plus personne va entendre parler de bête ou de quoi que ce soit. Non, non, c'est ça, ils ont autre chose à faire, quoi. Voilà. Voyez-vous, donc c'est de nouveau les seigneurs locaux qui vont prendre en main la chasse de l'animal, d'ailleurs pratiquement sans succès jusqu'au dernier moment. Allez, le 19 juin, Chastel va tuer sur la Ténazère, cours d'une chasse organisée par le marquis d'Apcher. Euh, Ils sont partis la veille, le 18 au soir. Ils auraient fait les bois alentours. Alors, c'est vrai que au mois de juin, les jours sont plus longs. Malgré tout, les jours tombent, hein, et la nuit, faire les bois la nuit où il y a un mangeur d'hommes. Moi, je veux savoir combien d'hommes ils y vont, hein, parce que moi, si tu me mets un bois, j'ai déjà été dans les bois la nuit, hein, si tu vas dans un bois, tu me dis, il y a un mangeur d'hommes là, et vas-y avec ton canif, moi, j'y vais pas, hein, ça c'est sûr. Et donc, C'est bien. voilà, ouais, ouais. Et donc, moi, on me dit, bah oui, bon, bah, c'est parce que les gars, ils avaient des travaux au champ à faire. Bon, d'accord, mais il n'y a aucun précédent de ça. Il n'y a jamais eu de chasse de nuit, ça n'a jamais existé. Antoine, d'ailleurs, faisait arrêter les chasses de bonne heure, hein. Lui, il voulait rentrer au château et se mettre au chaud, hein. Mais bon, 70 ans, hein. Et donc, et moi, souvent, on me dit, bah oui, bah, ils avaient des torches. Alors, les torches, moi, j'ai demandé à un spécialiste de ces époques-là en armement et en façon de vivre, qui m'a expliqué qu'une torche, alors moi, c'est vrai que je l'avais jamais fait, hein, j'y connaissais pas. Et une torche, eh bien, c'est très chaud et ça fait un halo de lumière, mais C'est juste tout. chez toi, pas C'est plus. tout. C'est Donc, que ça. Oui, bien sûr, ça n'a rien d'autre. en Oui, plus, non. tu éclaires pas à 5 mètres, hein, faut pas Rien du croire. tout. Rien du tout. Et donc, en plus, ça te fait une sensation de chaleur désagréable. Pendant que tu tiens la torche, là, Puis tu fais quoi avec ta torche? Oui, c'est ça. t'as pas le fusil, hein. Le fusil, T'avais un porte-torchier qui était pas loin, alors. et là, tu sais, en fait, puis, tu vois, ils nous embrouillent toujours, enfin, certains nous embrouillent, les rien. Mais un fusil, à l'époque, tu vois, il fallait les deux mains pour le recharger, mettre la balle, le Ah truc. oui, c'est une balle à la fois, hein. Oui, Bon. enfin, Et moi, tu me feras pas croire que les gars, de nuit, ils avaient une main à la torche et puis une main pour rien, quoi. Non, ça me va impossible. pas. Et donc, enfin, bon, bref, le lendemain, ils reprennent la chasse à 10 heures. À 10h15, la bête est abattue. Bah, écoute, formidable, hein. Moi, je dis très bien, je dis bravo. La bête est abattue, et puis après, bah voilà, c'est Jean Chastel qui a abattu l'animal. C'est lui qu'on retrouve un peu, c'est un peu cette famille de la Bessière qu'on retrouve un peu partout, hein. Mais bon, il a abattu cet animal. Et en fait, tu sais, cette bête que Chastel abat, on a ses mensurations, hein. Il faut savoir qu'il fait 75 au garrot, 75 centimètres à son épaule. Tu vois, moi, la plupart de mes chiens sont plus grands que ça. Ah Enfant, ouais. mais oui. Alors, imagine-toi un berger allemand, un beau gros berger allemand, il fait 65 au garrot. Là, tu as juste 10 centimètres en plus, c'est tout, hein. Oui, Et donc c'est pas extraordinaire, quoi. Comme, non, enfin, c'est pas, ça veut pas dire, alors attention, ça veut pas dire que c'est pas un mal tueur, mais ça veut dire simplement que on n'est pas dans le monstre. voilà. Et donc, bon, après, écoute, voilà, les meurtres s'arrêtent, et donc on va dire que c'est cette bête-là qui a arrêté la fameuse bête. Après, donc, si tu veux, ça c'est le résumé de l'affaire. Après, bon, moi, je me suis étonné dès le départ, encore une fois, sur le mode des attaques. Oui, au mode operandi, oui. C'est très important parce que les historiens font un métier formidable, mais visiblement, moi, quand je lis les livres, je me dis, mais, enfin, ils valident, ils valident certaines choses en disant, bon, le principal accusé, c'est le loup, évidemment, hein. Moi, je dis pas que les loups, c'est des saints, hein. Je les protège même pas, ils sont protégés. Chacun se débrouille. C'est comme les tigres. Si tu veux, les tigres tuent même encore aujourd'hui. C'est des animaux, voilà, c'est comme ça, hein. Mais petite parenthèse, c'est que, retiens ce que tu as à dire. Ils tuent s'ils ont faim, s'ils sont fatigués, s'ils sont faibles, et surtout s'ils sont dressés aussi pour. Ils ne tuent Oui, pas gratuitement comme ça. voilà. Un loup peut avoir peur de l'humain. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos il y a pas longtemps, hein, sur des loups qui sont surpris par des humains, même des ours.
Mhm. qui sont surpris par, tu sais, il y a une vidéo comme ça qui circule, il y a un ours qui renifle un type qui est en train de dormir sur sa tente, là, et le gars, il bouge, Oui, l'ours, il détale, quoi. mais par définition, l'humain ne fait pas partie du pack de nourriture des animaux, hein. Alors Voilà. après, quand tu étudies les mangeurs d'hommes, tu t'aperçois qu'on est toujours un peu dans le même processus, toi. C'est-à-dire que ce soit les animaux qui deviennent mangeurs d'hommes, en général des animaux malades, démunis ou vieux. Et donc, par exemple, si tu fais un parallèle avec, par exemple, les lions du Tsavo, c'est une histoire assez connue. Oui, connu, oui. Se sont mis à attaquer les travailleurs du bois ferré. Et quand ces lions ont été abattus, ils ont été abattus d'ailleurs plus rapidement que la bête du Gévaudan, hein, ça, et on s'est aperçu de plusieurs choses intéressantes pour nous. C'est que ils avaient pratiquement pas de crinière, parce que les lions, on les imagine toujours avec des crinières opulentes, mais ça, ce sont des lions d'une variété. Les lions, t'en as plusieurs, et donc cela, et souvent on dit que ces animaux qui sont très dangereux parce que ils ont un afflux de testostérone beaucoup plus important qu'un lion normal. C'est pour ça qu'ils perdent leur crinière, une partie en tout cas, et c'est ça qui les rend très dangereux aussi. Et donc, ces lions-là, en plus, si tu veux, ils avaient des dents cassées, des canines cassées, et ils avaient des abcès. Donc, ils pouvaient pas, je les excuse pas, bien évidemment, mais ils pouvaient pas attaquer les animaux habituels. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les prédateurs se rapprochent des campements. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux de rente, des petites chèvres, des petites vaches, donc voilà, et que bah, ça les attire bien, surtout qu'elles sont enfermées, et que bah, ils vont s'apercevoir que beaucoup plus facile de tuer une chèvre qu'un animal plus fort. Et puis, souvent, tu as un moment ou un autre où tu as un petit berger, une petite bergère qui aura un peu trop de courage et qui va se mettre entre sa chèvre et puis l'animal. Et l'animal, souvent, le prédateur, il est souvent plus surpris qu'autre chose, mais il suffit d'un coup de patte et puis le petit gamin, il est mort, malheureusement, on est d'accord. Et donc, bah, après, bah, là, l'animal s'apprend comme ça à attaquer les êtres humains. Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'on est beaucoup plus facile à tuer que bien des proies. Oui, oh oui, oh oui, oh oui, bien sûr. Bah, on n'a pas grand-chose Hein. naturellement pour se défendre, Ça, hein, à c'est part, les processus, ce qui amène à ce que les animaux attaquent l'homme. C'est connu, c'est très connu, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, les historiens font fi de tout ça et ouais, ouais, c'est ça. donc, si tu veux, quand tu leur dis, mais oui, mais vous voyez, cette façon d'attaquer à coups de patte, façon de serrer les gens avec les pattes, c'est typique des félins. Alors bon, moi, on me dit, parce que ça, c'est une partie, c'est pas la principale, mais c'est une partie des affaires. Parce que moi, je leur disais, au moins sur le début de l'affaire, pour moi, c'est un fauve, un grand fauve. Donc, alors, vu les descriptions, ça ne peut pas être un tigre ou même un léopard. Ça peut pas être un petit félin parce que, tu sais, qui est panthère, puma, tous ces petits félins-là, ou les lynx, quand ils sont traqués par une meute de chiens et qui s'aperçoivent qu'ils pourront pas les semer, leur réflexe, c'est toujours de grimper sur un arbre pour se protéger. Oui, 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 d'accord, ouais. En même Ouais. temps, c'est comme ça qu'ils se font tuer, parce qu'évidemment, les chasseurs qui arrivent et l'animal est bloqué, pouf, ils l'alignent et le tuent. Là, on n'a pas le cas. On a un animal qui monte très peu aux arbres. Bon, et au pire, il va se dresser comme ça dessus, puis c'est tout, hein. Donc, moi, pour moi, c'est un félin au départ de l'affaire. Alors, les félins, après, on va me dire, ouais, mais il n'y a pas de bande noire sur le dos. Alors, bon, j'ai Comme la hyène, par exemple, justement, voilà, comme, enfin, il y dit, a... alors la hyène, bah, c'est pareil. Si tu la hyène, bah, ça correspond pas du tout aux descriptions, hein. Tu vois, j'en parle dans mon livre, mais là, je te résume, hein, parce que voilà, on va pas. Oui, bien sûr. Bon, alors, le félin on me dit oui, mais ils n'ont pas de raie noire. Alors, évidemment, ces gens-là sont peut-être des historiens et ne vont pas étudier les animaux. Mais moi, je peux vous assurer qu'il y a une variété de lions avec des raies noires et j'en parle.
J'en parle un peu partout pour que ça soit bien connu. Et, et en fait, si tu veux, on me dit aussi, alors oui, mais un félin n'aurait pas survécu au mauvais temps du Gévaudan. Certes, sauf que le problème, c'est que à l'époque, pour les gens de ma génération, pour aller un peu moins loin, euh, dans les années 1900, 1960, 70, les cirques étaient pourvus par des lions de l'Atlas. Et souvent, quand tu avais Monsieur Loyal qui rentrait en piste, alors tout le monde n'aime pas le cirque. Ceux qui y ont été une fois ou deux se rappelleront de ça. Tu avais le gars qui venait, eh oui, et tel tenteur avec ses formidables lions de l'Atlas. Tu vois, ça résonnait comme ça, tu vois. Parce que c'est une variété de lions très beau, très puissant, grande crinière noire. Et ces animaux-là, comme au temps des Romains, pour toi, tu fais un bond énorme, mais comme au temps des Romains, étaient prélevés non pas dans les belles savanes africaines, mais dans le Maghreb, là où le lion vivait, dans l'Atlas. Et ces lions, cette variété de lions, vivaient dans les montagnes marocaines ou algériennes. Tu trouvais un peu ces variétés de lions. Et c'est beaucoup moins loin pour aller chercher un lion au Maroc que d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, voilà, voilà, Bon, exactement. pour aller au plus vite, au moins cher, on allait capturer ces bêtes-là à cet endroit-là. Et donc, ces lions de l'Atlas, magnifiques, avec une grosse réputation pour le spectacle, parce qu'encore une fois, c'est des animaux très beaux, étaient ramenés en France. Sauf que ces animaux-là vivent en altitude. Euh, L'Atlas, Ah, l'Atlas oui. marocain, je peux te dire que l'hiver, sur certains sites, dans le haut de l'Atlas, c'est -20. Hein. En général, ça va être -10, -11, tu vois. Incroyable. Si tu vas dans certains coins, c'est jusqu'à -20. Donc, Ouais, donc en France, du coup, ah bah, c'est pas pire, hein, faut pas exagérer. Hein. Et ils sont habitués à vivre en montagne. Donc, ce que je veux dire par là, voilà, je ne spoil pas parce que je l'avais déjà expliqué sur d'autres émissions. Mais ça veut dire que ces animaux-là, ils viennent de montagne, et ils viennent de pays froids, enfin, où les saisons hivernales sont froides. Donc, tu vois, et moi, il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui m'a fait une très bonne réflexion, parce que moi, je ne suis pas contre le débat, tu vois, qui m'a dit, oui, mais en Gévaudan, à l'époque, il faisait très, très, très froid, et il me dit, il faisait -40. Et je lui dis non, monsieur, -40, c'est pas possible parce que on nous dit qu'en 64, 65, 66, il y avait beaucoup de neige. Donc -40, la neige ne peut pas, ça passe pas, quoi. Tu vois, il peut pas neiger avec des températures aussi basses. Donc il pouvait pas faire -40, c'est impossible. On dit, mais il faisait froid, bien sûr. Mais bon, rien d'impossible pour un lion. Donc, moi, tu vois, à l'époque, les animaux, beaucoup de gens de la noblesse aimaient avoir des eaux privées. Et ils avaient des ménageries à titre privé et donc des transports d'animaux. Je veux dire, ça faisait partie du lot, quoi. Hein. Donc, si tu regardes l'historique des ménageries Loisel, par exemple, tu verras que partout, il y avait des grosses ménageries, ah oui. pas seulement sur la région de Versailles ou de Paris, mais aussi partout. Et les gens qui montaient des ménageries aimaient bien les animaux féroces. Hein, ça donnait un certain panache. Ah ouais. Oui, et Donc, puis le lion, c'est un symbole hein, pour tout ce qui est oui, ben royal. oui. Après, si tu veux, l'autre réflexion serait de dire, si ça avait été un lion, on l'aurait reconnu. Mais on l'aurait reconnu à quoi? Quelle référence ont les petits paysans Voilà. dedans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, à quel moment ils ont vu un lion? Il n'y avait pas de cirque à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de montreur d'animaux de ce type-là, ça n'existait pas. Donc, quelle expérience ils ont? Au pire, ils ont vu un dessin plus ou moins réel, qui ressemble forcément à un lion réel, quoi. Si tu as affaire à un lion qui n'a pas de crinière, tu retires un des symboles importants de l'animal. Donc, tu te retrouves. Moi, je te dis simplement ça. Tu fais le jeu avec moi. Tu ne parles, tu ne sais pas ce que c'est qu'un lion. Décris-moi un lion, un lion sans crinière.
Tu sais pas ce que c'est. Me parle pas de félin, me parle pas de lion. Comment tu vas me le décrire? Tu vas te servir de ce que tu connais. Je saurais même pas te le dire puisque j'en ai jamais vu. Oui, mais dans ce cas-là, tu vois, tu te Ça servirais. ressemble à un gros chat, éventuellement un gros chat. Oui. Et encore, on est loin du compte quand même, hein, tu vois. Oui, ça je crois. Donc voilà. Donc en fait, voilà, toi, bon, moi je te résume encore une fois. Je voudrais pas spoiler les livres. Il faut absolument lire, c'est important. Il faut faire vivre les lectures. Et donc en fait, voilà. Donc je pense que le premier animal, au moins, sur une première période, au vu des descriptions, de la manière d'attaquer, ça, c'était un félin. Je pense que Parce que surtout, ce qu'il faut souligner, Daniel, excuse-moi de te couper, c'est que jamais à aucun moment on parle d'aboiement, justement, de cette bête. C'est plutôt des grognements. ouais, Euh, Comme tu l'as dit au début de l'émission, il y a des griffes qui sont visiblement rétractables, ce qui n'est pas le cas chez les canidés. ouais. Et alors surtout, on a vu l'animal. En tout cas, il y a, je crois, une victime donc qui a été sauvée forcément, sinon elle n'aura pas pu parler, et qui a décrit l'animal comme l'attaquant justement avec les pattes, comme justement on peut voir effectivement au cirque, etc. Bon, Après, si tu porté sur veux, ses deux pattes arrière. Donc je veux dire déjà ça, c'est déjà pas c'est pas un canidé non plus quoi. il faut bien le dire. Bon, tu vois, après tu mettras, tu vois, je t'ai envoyé beaucoup de photos, tu mettras au fur et à mesure. Mais quand Bien tu vois sûr. sur les photos, tu vois, tu vois le chien qui attaque, il a la tête en avant pour attraper pour moi, parce que lui, il n'a que cet outil-là pour tenir la tête. Alors que je t'ai envoyé une autre photo avec des félins, la première chose qu'ils mettent, c'est les pattes pour tenir et la tête. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que l'animal est décrit de cette façon-là, parce que c'est sa façon d'attaquer. Donc voilà, moi, écoute, après, je te dis, je pense que il y a eu non pas un complot, comme on peut voir dans le film Le Pacte des loups, c'est trop compliqué, c'est ingérable, c'est ce genre de choses. C'est intéressant, cela dit, la théorie, je trouve. Après, écoute, je pense que des gens avaient vraiment de la rancune. Ils avaient, je pense pas prévu que ça fonctionnerait aussi bien. Et je pense que moi, le lion, pour moi, il a été tué à la chaumette. C'est cet animal-là qui a été tué. Parce qu'après, on trouve moins ce type de description. Mais Le deuxième animal, donc, hein, c'est ça, on est d'accord, hein, le les, deuxième. les animaux qu'on vit, je pense qu'ils étaient manipulés et donc manipulables, Oui, donc dressés et lâchés à bon escient. Après, certainement dans les mêmes couleurs qu'un félin. Hein. C'est compliqué, hein, qu'il y a n'importe quel puissant dog, ils sont souvent fauves, hein, couleur marron pour les gens qui connaissent pas bien, avec des taches blanches sur la poitrine. C'est très courant. Hein. Des chiens comme ça dressés, moi j'explique un peu l'élevage qui a existé pendant presque 500 ans de l'humanité, où on a dressé et sélectionné des chiens pour tuer les humains. Hein. Donc, ouais, je vous renvoie à ces descriptions. Vous verrez que c'est horrible, mais ça fait partie malheureusement de l'histoire. Et je pense que les gens qui avaient à se venger pouvaient avoir ces animaux-là à leur disposition très facilement, puisque, un, ce sont des nobles, et deux, ce sont des soldats. Des soldats de haut rang, évidemment, et des soldats qui ont été trahis par leur roi, abandonnés par leur roi, et dont vraiment ils avaient un peu envie de se venger de cette histoire-là. ouais, c'est une histoire de serial killer, finalement, moderne, quelque part, on pourrait Alors, presque. on n'est pas dans le serial killer parce qu'un serial killer, Non? c'est maladif. Là, c'est juste quelqu'un qui se venge. Donc, une fois sa vengeance accomplie, ou une fois qu'il n'y a plus de raison, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les nobles, comme Angiès, ont quitté le Gévaudan en 66, début 66, fin 65, début 66, on ne sait pas exactement. Et donc là, il n'y avait plus rien à négocier, il n'y avait plus besoin de tuer. Là, les meurtres ont continué parce que les gens qui avaient à charge ces animaux-là avaient plus à se venger
que les nobles. Donc là, c'est voilà, c'est pour ça que j'explique qui sont les derniers meneurs de bêtes après le départ des puissants, des nobles. Il restait sur place on va dire, les meneurs de bêtes, hein, les maîtres d'animaux, si tu veux, qui conduisaient les bêtes sur le terrain et qui, eux, même si on leur a dit, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, ont continué à mener des attaques. Alors, beaucoup moins en 66, mais ça a bien repris en 67, ça a été un vrai massacre. Et comme je te disais dans le résumé, d'ailleurs, quand Marie Danty a été tuée le 16 mai 67, 3 jours à peine après, on retrouvait un des, je pense, meneurs qui a été euh, qui a été tué par des gens qui voulaient venger la mort de la petite. Et donc voilà. Et donc si tu veux, moi, dans mon livre, voilà, j'explique les tenants et les aboutissants. Oui, 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 tu vas très très loin, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais là, si tu veux, tout est clair. Parce que si tu veux, des histoires comme ça, c'est des engrenages, tu vois. Et si à un moment, les roues ne tournent pas et s'en mêlent pas, bah, ça marche pas, quoi. Donc voilà, moi je pense avoir répondu à toutes les questions. J'ai pas fait comme certains auteurs. Alors moi je règle pas mes comptes hein, sur Non, non, bien sûr, Daniel, mais enfin des bon, fois je quand même. vois. Non mais tu vois, des fois je vois dans certains livres, oui un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est pas. Moi je règle pas mes comptes, je j'ai pas de compte à régler là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que enfin certains auteurs, beaucoup d'auteurs quand même malheureusement, ils font leur marché comme tu le disais au départ. Ah oui, C'est-à-dire que sur une base d'informations importantes, c'est vrai, eh bien, ils ne prennent que ce qui les intéresse. voilà, voilà. Et seulement ce qui va dans leur sens. Moi, j'ai pris tout. Moi, j'ai pris ce qui va dans mon sens et ce qui pose question. Mais j'ai répondu, je crois, à pratiquement toutes les questions. Moi, là, je confirme pour avoir lu quand même le bouquin assez bien et encore, c'est très complexe. Ce que j'ai envie de dire avec ce bouquin, c'est que c'est pour la partie romancée, ça vous allez voir chez les auditeurs, si vous connaissez pas du tout l'affaire de la bête du Gévaudan, vous pouvez très bien vous plonger, en tout cas sur la partie romancée, donc la toute première partie du bouquin de Daniel, parce que bah, en fait, on vit l'histoire de ce chevalier, donc Oui, qui fait toutes ses notes, et comme je te disais en off, tel le marin le fait chaque jour lorsqu'il fait un grand voyage. Voilà, on a vraiment toutes ces notes, on a vraiment tous ces ressentis, on le vit subjectivement, hein, c'est presque nous, le chevalier finalement. J'adore vraiment cette façon d'écrire, cette façon d'imager cette histoire qui, encore une fois, je le dis, très complexe. Et puis surtout, après, si vous êtes par contre un aficionados de la Bête du Gévaudan, que vous êtes habitué à avoir lu et vous documenter sur cette affaire, encore une fois, c'est là où Daniel va beaucoup plus loin, pour ma part, c'est qu'il y a vraiment l'enquête qui détaille chaque acteur, chaque fait tant géographiquement, tant au niveau des victimes, tant au niveau du modus operandi, hein, de comment cette bête s'en est pris aux victimes, hein, quasiment toujours un peu de la même manière d'ailleurs. Mais voilà, on va vraiment sur tout, les tenants, les aboutissants de cette enquête, voilà, avec en détail justement, avec des archives hein, auxquelles toi tu as eu justement voilà, accès, avec aussi l'aide de Patrick Berthelot, notamment pour les dessins et aussi au niveau histoire. Mais voilà, vraiment, c'est super intéressant. Et je dirais que, en fait, il y en a, il y a pas un seul détail qui passe de côté, quoi. Et c'est ça qui est super, c'est que, voilà, enfin, pour moi, on le sait très bien, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une histoire tellement en fait, c'est très loin, ça nous paraît loin, c'est une affaire qui pourrait reprendre, qui sait un jour, pourquoi pas, hein, finalement, la naïveté des gens, alors même si même aujourd'hui on a nos smartphones, tout ça pour faire des photos, etc., la naïveté n'a n'a jamais évolué, quand elle est là, elle est là.
c'est triste à dire, c'est pas pour critiquer ces pauvres gens, effectivement, comme tu dis, illettrés qu'ils étaient, paysans qu'ils étaient, ils faisaient de leur mieux et hein, ils avaient quand même aussi autre chose à foutre que ça. C'était justement une période très, très difficile au niveau climatique. Ils devaient manger, ils devaient bouffer, ces gens-là, ils devaient, voilà. Les pauvres victimes, voilà, n'en peuvent rien. Et encore une fois, je dis, voilà, c'est tellement facile de manipuler, ben, en fait, justement, des gens bah, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas de connaissance, en tout cas. Et je trouve que c'est une histoire ô combien moderne, Daniel. Franchement, moi je dis vraiment, on pourrait vraiment refaire ce genre d'histoire-là. Alors peut-être sous une autre forme, bien entendu, hein, mais c'est tout à fait probable. Je crois que c'est pour ça que moi ça me parle cette histoire. C'est parce que c'est une affaire historique incroyable en France qui, je crois, alors autant il y a plein d'affaires partout dans le monde, hein, ça je ne dis pas, mais c'est quand même exceptionnel. C'est quand même une période, enfin exceptionnelle, sanguinolente. Ça c'est vrai, dramatique, mais encore une fois exceptionnel quoi. C'est un truc de fou, je veux dire. Ah oui, mais tu sais, tu sais, il faut surtout, alors je sais pas, j'espère ne pas avoir été maladroit dans mes propos, les petits paysans de l'époque, attention, c'était loin d'être des imbéciles. Ils savaient pas lire et écrire, certes, c'est évident, mais c'était pas des imbéciles. D'accord, oui, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je te dis, les auteurs de livres, il y en a beaucoup qui font du copier-coller. T'en as qui prennent seulement ce qui les intéresse. T'en as qui, comme alors lui, je peux le balancer, à mon avis, il doit être de ce monde-là, comme l'abbé Pic, qui a carrément manipulé les textes, hein, qui a transformé les textes. Mais voilà. Bon. Là, moi, je pense il y a des bons ouvrages. Bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais si l'affaire vous intéresse, on peut pas traiter ça en 1 heure ou en 2 heures. C'est trop compliqué. Il faut les références, il faut des bons ouvrages et ça peut vous permettre. Et moi, vous savez, moi j'ai commencé, j'ai lu un livre et puis bon, tiens, j'ai dit ça, c'est marrant. Et l'auteur, à l'époque, moi j'étais plutôt gamin et à l'époque, l'auteur accusait les loups. Et j'étais d'accord avec lui, moi pourquoi pas, hein. Puis j'ai lu un deuxième, puis un troisième, et puis après, euh, en apprenant mon métier, en devenant un homme, en apprenant mon métier, je me suis dit, ah oui, mais là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Tu vois, c'est tout un processus qui s'est mis en place, tu vois. Donc voilà, bah écoute, moi, j'ai fini, après, on va redire constamment les mêmes choses. Donc moi, pour moi, écoute, à moins que tu aies des questions, on peut finir là. Ben, écoute, on entend les chiens derrière toi, Ouais. donc effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous reparler un peu de ce chien de berger blanc? C'est toi qui les as intégrés en France, c'est bien Ah oui, ça? oui. Alors par contre, oui, moi je suis plus président, hein, parce que là, quand la dernière fois qu'on a fait nos émissions, ça remonte à quelques années. Oui, 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 effectivement, moi j'ai amené les premiers bergers blancs, ce qu'on appelle aujourd'hui bergers blancs suisses. J'ai amené les premiers sujets dans les années 80, 87, 88. Et effectivement, c'est à l'époque où on a créé le club, le premier club de race qui s'appelait d'accord. l'Amicale du chien de berger blanc. Et on a commencé à sélectionner, à faire des concours, à faire ci, à faire jusqu'à la reconnaissance de race une quinzaine d'années après. Ça a quand même pris une quinzaine d'années D'accord, ok. pour la reconnaissance officielle. Et voilà. Oui, oui, c'est vrai que ça c'est une aventure. Mais tu sais, moi les gens qui me connaissent sont les gens qui sont dans le milieu des animaux. J'ai une intervenante que j'ai eue, c'est pour ça que je te pose la question, oh là, il y a bien 4 ans maintenant, euh, donc, qui faisait de la communication animale, tu sais. Oui, Et elle en avait, je crois, 3 ou 5. oui. Et donc, je lui ai dit que je crois qu'on se connaissait déjà, je ne sais plus, où je lui avais parlé de ça, et je dis, tu sais, je, je crois que je connais la personne qui a justement intégré ces chiens en France, quoi. Et elle est française, hein, elle était venue à la maison, sans les chiens, bien sûr, pour faire l'interview, mais voilà, elle avait ses chiens, et elle nous a montré des photos, c'est vrai que c'est fabuleux, c'est des bêtes magnifiques. Oui, oui. Mais donc voilà pour la petite histoire donc du chien de berger blanc, donc suisse, hein, pour le coup, enfin maintenant qui est français, on va dire ça comme ça. Mais donc, en tout cas, grand merci, Daniel, d'avoir participé, d'avoir pris du temps avec les
les auditeurs et moi-même pour nous parler de ce sujet, donc de ce dernier livre que tu as sorti tout récemment, hein, félicitations à toi. Je mettrai les liens en description, bien entendu. Et vraiment, voilà, vraiment, si vous êtes vraiment passionné par cette affaire de la bête du Gévaudan, qui pour ma part est, encore une fois, comme je le disais, et je le répète, une histoire fantastique, malgré son drame et tous ses déboires, bien entendu. Mais elle est fantastique dans le sens que, voilà, elle fait encore parler d'elle en 2024. C'est une histoire qui, pour le coup, euh, sauf avec des films comme Le Pacte du Loup, finalement tombe fort en désuétude parce que les gens ont autre chose à penser. Mais justement, je trouve que c'est une histoire qu'il faut continuellement quand même remettre sur le couvert, en tout cas qu'il faut vraiment représenter, en parler, ne pas arrêter d'en parler finalement, parce que, encore une fois, ça pourrait être une histoire qui pourrait très bien se reproduire, alors encore une fois, sous une autre forme peut-être, mais surtout, je trouve que, au nom des victimes, au nom des bêtes qui ont été tuées bêtement à l'époque, et puis voilà, je trouve que il y a vraiment, enfin, c'est une histoire qui dépasse vraiment la fiction. Voilà, on peut vraiment dire ça. C'est donc voilà, vraiment grand merci à toi, à Patrick aussi, on lui fait un petit coucou, bien entendu, il écoutera certainement cette émission. Et mais voilà, donc vraiment merci Daniel pour tout ce temps passé. Et puis je souhaite vraiment que tu puisses, eh bien écoute, vendre ton livre, faire entendre ta parole, ton travail, et qu'il soit enfin reconnu et que ce soit aussi une histoire reconnue. Parce que voilà, c'est aussi un pan de l'histoire, encore une fois, qu'il faut vraiment mettre en lumière et non pas étouffer, comme beaucoup d'histoires, malheureusement. Et donc, la bête du Gévaudan, voilà, elle est toujours là, enfin, elle est toujours là, en tout cas. Tous ces acteurs, toutes ces personnes qui sont battues, finalement, grâce à toi, grâce à des auteurs comme toi, en tout cas, ne sont pas oubliés. Voilà. Grand merci aussi, Daniel. De toute façon, je suis ouvert au dialogue. Donc, suite à la vidéo que tu vas proposer, les gens veulent poser. Alors, évidemment, malheureusement, il y a toujours un ou deux stupides pour dire des bêtises, mais si vos questions, réactions sont intéressantes, j'y répondrai avec grand plaisir. Tant que c'est, tant que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Bien entendu, bien entendu, comme on le répétera jamais, c'est bienveillant, constructif. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Mais alors, argumenter un petit peu, qu'on puisse justement, pourquoi pas en parler, c'est ça qui est plus intéressant, hein, plutôt que de dire c'est de la merde, ça sert à rien. C'est en général, de toute façon, je les efface. Voilà. Donc, Ok. en tout cas, Daniel, grand merci. Ben, c'est moi Ben, qui te remercie. Et puis, je te dis à bientôt alors. tout bientôt, Daniel. Écoute, on aura l'occasion de se voir, de se serrer la pince. Je crois qu'on n'est pas très loin en plus géographiquement. Écoute, donc voilà, moi on va laisser en tout cas les auditeurs ici pour l'instant. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mes chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter justement en bienveillance. Bien entendu, de poser des questions, pourquoi pas à Daniel, de vous procurer le livre si le sujet vous intéresse. Vous allez voir, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent. Je l'ai pas fait exprès. Et donc voilà. En tout cas, gros bisous, bonne semaine à tous. Ciao, ciao, salut! Voilà. Salut à tous.